Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. On va analyser aujourd'hui le projet Le Ruisseau, une collecte assez petite, 278 000 € qui sera collectée donc ce mercredi 26 mars à 10 h. Ticket max pour investisseur 8 000 €. On est sur un taux de 11,5, c'est classique sur la plateforme, sur une durée contractuelle de 18 mois. Sur ce projet, vous n'aurez pas la possibilité, pour ceux qui sont déjà inscrits, d'ajouter le code donc LFL pour avoir un cashback d'1% supplémentaire. Néanmoins, si vous avez jamais investi sur la plateforme et que vous découvrez donc ma chaîne YouTube et donc mes analyses sur la première brique, sachez que par le lien affilié en description, vous pourrez obtenir 1% de cashback supplémentaire sur votre premier projet. Juste avant d'analyser la plaquette, quelques avertissements. Comme toujours, n'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Allez, on attaque directement la plaquette. N'oubliez pas, en tant qu'investisseur, voilà, vous êtes maître de votre capital, vous devez analyser les projets sur lesquels vous allez investir, vous devez vous former, bien lire les plaquettes, c'est hyper important. Surtout, voilà, quand on voit le passé, il y a des taux de retard et défauts qui augmentent de plus en plus dans le crowdfunding immobilier, d'où l'intérêt vraiment de bien cibler vos projets avec de belles garanties, des projets sécurisants, peut-être pas les plus gros projets, mais allez vers des projets sur lesquels vous avez tout simplement des convictions, sinon abstenez-vous, c'est à mon sens hyper important. Allez, on attaque sur cette opération à Cabrières, dans le département de l'Hérault. Projet donc où on va acheter une maison de village, on va la rénover et on va la revendre. La marge envisagée est de 23%. Et on a donc un porteur qui a 45 ans, qui a a priori une belle expérience donc dans l'immobilier d'aménagement avec de nombreuses opérations menées à bien. Ok, et il s'est lancé en tant que marchand de biens en 2020 avec sa société IBNI. Ok, première fois qu'il fait appel au crowdfunding immobilier, donc j'imagine la lecture de ces aspects-là, c'est qu'il doit sûrement être un petit peu à court de liquidité en ce moment. On verra s'il y a un track record, mais vu qu'il fait appel voilà, pour la première fois, c'est qu'il a trouvé sûrement une belle opportunité, mais qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour faire l'ensemble. Hypothèque de premier rang, caution personnelle, ok, on a une couverture de 98%, attention, c'est pas sur la globalité de la collecte, c'est uniquement sur le montant décaissé, donc 184 000 €. Alors moi, j'aimerais toujours plus de 100%, j'aimerais du 110, 120%, 98%, c'est pas si mal que ça non plus. C'est intermédiaire, on va dire, voilà, il y a régulièrement des projets qui sortent d'ailleurs sans couverture hypothécaire. Il y en a d'autres qui sortent à 70, 80%, donc là on est intermédiaire. À noter également, et ça c'est pour surtout les débutants, que quand il y a une couverture hypothécaire de ce type-là, si le projet capote, j'ai envie de dire, juste après l'acquisition, quand on arrive aux enchères, il y a toujours une décote. Donc si on a lâché que 184 000 €, potentiellement aux enchères, le bien pourrait être vendu, moi je sais pas, à 150 000, 120 000. On a même un projet, on a vu une décote récemment de 50%, donc attention là-dessus. C'est un élément à prendre en compte. La couverture hypothécaire ne fait pas tout, parce que derrière, il peut y avoir des décotes. Évidemment, si on avait une fiducie, ça serait mieux, mais la fiducie n'est pas toujours prenable en fonction des cas. Et elle coûte plus cher également. Je m'égare un petit peu, la synthèse, on y reviendra tout à l'heure, et donc on va regarder la localisation. Donc 38 route de Clermont, Cabrières. Allez, on va aller voir sur Google Maps comme d'habitude. Dans le département de l'Hérault. Donc on a Montpellier ici. Donc on est assez excentré, il y a des grosses villes, je pense, aux alentours. Vous le verrez, c'est une petite commune, Cabrières. Donc on est situé a priori sur la rue principale à ce niveau-là. Ok. Et dans la rue, donc le 38, il est où? Je l'ai perdu. Alors, je l'avais en préparant la vidéo et maintenant j'ai perdu. Si, le 38, il est là. Donc c'est ce bien-là. Bon, on aura d'autres visuels. Alors ça doit être une rue passante en sens unique? Peut-être pas. Est-ce qu'elle est en sens unique? C'est une bonne question. Pas l'impression. Non, non. On va se balader un petit peu. Juste à côté de la mairie. Ok. Allez, on va regarder les autres visuels. L'emprise cadastrale. Je pense pas qu'il y ait de terrain derrière. Je pense que ça fait partie de... Tiens, on va aller regarder ça. Ah non, c'est qu'il y a une autre rue. Donc effectivement, il n'y a pas de terrain sur ce bien-là. Alors, 588 habitants, petite commune, il ne doit pas y avoir grand-chose comme commerce. On est à 24 000 de revenus annuels moyens, 55 décibels. Moi, j'imagine que c'est la route à proximité. On doit être sur la route principale ici, je pense. Et c'est l'axe qui parcourt la ville.
tranche d'âge 65 ans et plus. Ok. Oui, donc là, il y a du boulot, vous le voyez, les visuels. Il y aura sûrement un gros budget travaux. Photo non contractuelle, ok. Ça, c'est la petite piscine qu'ils veulent faire. Création d'un jardin minéral. Bon, ça a l'air pas mal en termes de prestations, ce qu'il veut faire. Très sympa. Premier étage, très lumineux. Après, c'est que des visuels. Attention toujours là-dessus. Donc 180 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on prête plus de 200 000, on va décaisser 184 000, je crois qu'on décaisse tout simplement l'achat du foncier avec les frais de notaire. On a 160, quasiment autant de travaux, c'est énorme là, il y a beaucoup de travaux. Donc là, il y a clairement sur ce projet-là un risque travaux. Bon après, voilà, ça c'est comme pour la promotion immobilière. De toute façon, il y a toujours, dès qu'il y a des travaux, il y a toujours un petit peu plus de risques, inévitablement. Les menuiseries 36 000 €, la maçonnerie 55 000 €, donc gros budget là-dessus. Plomberie 21, bon l'air fait tout, clim 18 000, ok, réhabilitation électrique 19, isolation, donc un bon budget, ok. Dommages ouvrables indispensables, nos frais, on arrive à 408 000, il veut revendre 530 000 €, donc on va arriver sur un T5 de 248 mètres carrés, avec piscine, donc belle prestation. Coûte cher quand même la maison, on va voir si on est dans les prix du marché, 23% de marge, donc ça laisse un petit peu de possibilité pour descendre un peu plus. Donc on a un foncier, ok, les travaux on l'a vu, alors que 5% de marge, on aurait peut-être aimé un petit peu plus. Alors après je ne sais pas, derrière il n'y a pas d'éléments pour indiquer est-ce que les devis étaient hyper précis, est-ce que c'est une enveloppe plutôt globale, mais 5%, vu le volume, on aurait peut-être aimé un petit 10% là-dessus, ça aurait été pas mal quand même. Les travaux, ok. Alors l'urbanisme, bien entendu, il y en a. Donc a priori il y a un permis de construire qui a été purgé, qui a été déposé en 2023, et là il y a un transfert du permis de construire, j'imagine sur une autre société, probablement quelque chose comme ça, déposé le 14 janvier 2025, il sera purgé le 18 avril, donc on est fin mars, c'est-à-dire que là il y a un petit risque également là-dessus. Bon, a priori il a déjà été obtenu par le passé, donc normalement ça devrait être une formalité le transfert. Faut pas, alors après je suis pas un expert de l'urbanisme, faut pas que les règles aient changé, mais a priori c'est juste le transfert. Je pense pas qu'il faut, je crois qu'il est valable 3 ans un permis, donc jusqu'en 2026, donc normalement le transfert devrait être possible, mais attention quand même, c'est pas purgé, donc il y a toujours quand même un tout petit risque, même si je suis pas expert là-dessus. Concernant la préco ou la commercialisation, enfin la préco elle est à 0, commercialisation, écoutez, ça sera fait par la suite et il l'assurera lui-même. Vis-à-vis du prix de sortie, élément très important au-delà de la marge, prix de sortie 2134 €, donc on est en dessous de la fourchette moyenne du marché pour un bien rénové à 100%, ça c'est un excellent signal. On va aller regarder sur Meilleur Agent, ça c'est pas mal du tout, là on sort même à 2441 €, donc on est vraiment en dessous de la fourchette moyenne, donc ça c'est top. Sachant que le marché se porte bien, toujours dans ces régions-là, vous le savez, appartement, pas de problème. Côté maison, ça a bien, depuis 10 ans, ça a bien augmenté. Là, il y a une petite baisse depuis 3 mois, bon, à suivre avec la baisse des taux, je pense que le marché devrait sûrement repartir. Bon, après, c'est assez sain d'avoir des petites corrections de ce type-là, mais c'est à souligner. Donc, petite baisse de 3%, bon, c'est pas grand-chose par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs. Ok, comment il le justifie? Donc, le prix est visé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués, je vais y arriver, à Cabrières, du fait que notre porteur de projet souhaite limiter le délai de commercialisation de l'actif après rénovation. Donc ça, c'est un point important pour nous investisseurs, ça veut dire qu'il ne va pas s'accrocher à sa marge. Et puis au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'ici du 23% de marge. Si on retire même sa marge, allez, on retire 100 000 €, admettons qu'il n'arrive vraiment pas à vendre, on arriverait à 430 000 € divisé par 248 mètres carrés, on arriverait à 1700 € le prix au mètre carré, sachant qu'on est, on arriverait vers la fourchette basse. Donc pour un bien rénové à 100%, même si ça se vend pas, il pourrait vraiment faire un effort supplémentaire. Déjà que là, on est pas mal. Donc ça, c'est assez intéressant comme élément. Alors, on va avancer. Sa société, donc 20 ans d'expérience dans le métier et 13 projets finalisés. Alors, je ne sais pas s'il a fait les 13 projets depuis la création de sa société en 2020. Il réalise son premier bâtiment. Toc, toc, toc. Ouais, il a fait pas mal de choses. Il a touché à pas mal de choses.
Le bilan de la société, alors là, un bel endettement, donc je pense que c'est pour ça qu'il fait appel pour la première fois au crowdfunding immobilier. Je pense qu'il a des liquidités bloquées. Alors j'espère que c'est pas des opérations à risque, mais c'est pour faire toujours attention un petit peu aux porteurs qui sont très endettés. Là, s'il fait appel à la première brique, mais c'est le cas pour tous les projets, hein, c'est que les porteurs de projets ont besoin de se refinancer, ont besoin de financement complémentaire. Et donc là, ça paraît logique, hein, capitaux propres, dette nette, attention, l'endettement est quand même conséquent sur ce porteur-là, il faut le souligner. Après, même si on a, donc nous, sur le projet en lui-même, une belle garantie quand même. Un peu de track record, donc livraison en 2023, ok, 98%, on en a parlé tout à l'heure. Financement, donc il apporte la belle apport, hein, 32%, ça j'aime, hein, quand c'est au-dessus de 20%, même au-dessus de 32%, ça veut dire qu'il apporte bien plus que les frais de la première brique, les intérêts des investisseurs, et même au-delà, donc ça veut dire qu'il met vraiment de sa poche, et ça c'est bien, parce qu'il sera vraiment totalement impliqué, voilà, je cherche les termes, impliqué dans le projet, parce que je vois régulièrement, hein, sur certaines plateformes, je vais pas les nommer, mais des apports de 5%, 7%, 8%, c'est beaucoup trop faible à mon sens. Le porteur de projet, il est pas suffisamment impliqué, et clairement, si ça se passe mal, il peut peut-être organiser sa faillite personnelle, enfin on pense à tout, hein, mais on voit sur certains projets, voilà, des retours ces derniers temps qui sont compliqués. Donc c'est important d'aller sur des projets quand même très sécurisés à mon sens. Donc les points forts: prix d'acquisition bien négocié, expérience du porteur de projet, ok. Quelques travaux ont déjà, d'accord, donc il a une expérience là-dessus. Prix de vente compétitif, ça c'est clair que c'est important. L'apport conséquent et décaissement, ok. Les points faibles, pas de préco. Je suis d'accord, il y a l'endettement également que je voulais souligner tout de même. L'endettement est quand même assez conséquent, même si on a après derrière nos garanties sur le projet, et puis il y a également un risque travaux. Il y a quand même une belle enveloppe travaux quasiment équivalente à l'apport, voilà, enfin du moins au prix d'acquisition. Après derrière, on sécurise quand même avec un décaissement, voilà, du montant du foncier à l'achat. Donc ça sécurise, ça se contrebalance. Mais voilà, il y a deux petits points faibles supplémentaires. Donc ça souligner également, n'oubliez pas, l'urbanisme qui n'est pas purgé, même si le permis quand même a déjà été obtenu. Voilà, pour les points faibles, je pense qu'on aurait peut-être pu le rajouter. Voilà, je pense que j'ai été complet sur ce projet-là, qui est quand même aussi bien localisé, donc avec un prix de sortie, moi je retiens ça, assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi l'héros, le département en commentaire, et moi je vous dis tout simplement à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!